Dans le domaine financier, le domaine bancaire plus spécifiquement, effectivement, il y a eu des nouveautés. Certaines ont démarré en 2017, certaines étaient annoncées en 2017, on en avait parlé déjà à l'époque, et qui commencent à prendre forme et à se concrétiser aujourd'hui. Je pense que c'est des éléments importants pour le grand public parce que c'est l'extension en fait, du champ des acteurs dans le monde bancaire et dans le monde financier, avec d'une part l'arrivée des banques participatives. Aujourd'hui, elles sont toutes opérationnelles. Les dernières ont démarré fin 2017. Et donc aujourd'hui, il y a 5 acteurs de plein exercice qui sont des banques avec la possibilité de faire l'ensemble des opérations bancaires, mais évidemment dans les normes des banques participatives. Et on a vu déjà un début de financement, en particulier dans le monde de l'immobilier et tout récemment dans le monde de l'automobile et des biens d'équipement. Donc c'est la Murabaha immobilière, la Murabaha voiture et la Murabaha équipement électroménager entre autres. Donc c'est une activité qui démarre. Certaines de ces banques ont ouvert des comptes, donné des cartes, des guichets automatiques sont installés. Donc ils sont déjà présents dans le panorama. Le démarrage est évidemment complexe parce que c'est tout un environnement nouveau qui se met en place, qui nécessite des instruments nouveaux, une réglementation particulière et les choses viennent progressivement. Mais enfin, les banques sont déjà là. Il y a en plus 3 fenêtres, enfin dites fenêtres participatives. Donc, c'est 3 banques qui ont choisi de faire cette activité à l'intérieur de la banque, ce que la loi permet. Et donc, il y a 8 acteurs supplémentaires aujourd'hui qui ont une offre de financement et une offre de gestion de dépôt complémentaire à celle des banques conventionnelles. Donc ça, c'est une extension de concurrence et de compétition, ce qui est bon pour le grand public, qui trouvera matière à diversifier ses sources de financement. Deuxième nouveauté annoncée en 2017 qui se concrétise aujourd'hui, en fait c'est le dernier bastion, on va dire, de monopole, entre guillemets, des banques qui est en train de sauter, c'est la possibilité de détenir des dépôts du public. Alors, à bien préciser, hein, on a des dépôts du public aussi chez les opérateurs téléphoniques, parce que quand on achète une recharge, c'est un dépôt qu'on fait chez ces opérateurs. Quand on achète une carte prépayée pour mettre de l'essence, c'est aussi un dépôt qu'on dépose. La différence avant, c'est que ces dépôts particuliers ne pouvaient avoir qu'un seul usage destiné à l'activité propre de celui qui détient les fonds. Par exemple, l'argent donné à un opérateur téléphonique ne peut servir qu'à acheter des recharges téléphoniques ou des abonnements Internet. Chez les pétroliers aussi, les cartes ne pouvaient permettre que l'achat des produits vendus dans les stations-service. Maintenant, ce qui va changer, c'est que les dépôts dits universels, c'est-à-dire quand on a un dépôt comme un compte de dépôt, un compte chèque, qu'on peut utiliser pour acheter ce qu'on veut. Donc on peut l'utiliser pour payer, pour envoyer de l'argent, etc. Ça, c'était un monopole bancaire. Ce monopole saute parce qu'aujourd'hui, des organismes comme les opérateurs téléphoniques, comme les pétroliers, comme les sociétés de transfert de cash, peuvent désormais demander une habilitation, un agrément d'établissement de paiement. Cet agrément leur donne le droit d'ouvrir des comptes au public et d'avoir de l'argent avec une utilisation universelle. C'est-à-dire avec cet argent, on peut faire ce qu'on veut, avec des limitations qui vont jusqu'à 20 000 dirhams par dépôt, ce qui est déjà pas mal, puisque l'essentiel des dépôts marocains ne dépasse pas cette somme-là. Donc ça met en compétition plus large la possibilité d'ouvrir des comptes qui n'est plus du domaine réservé des banques. En fait, quand on analyse la situation maintenant en 2018, les banques n'ont plus de monopole sur rien. Les financements peuvent être faits par des sociétés de financement, ils peuvent faire par la bourse, ils peuvent se faire par des sociétés spécialisées. Les dépôts qui étaient l'apanage des banques peuvent être faits maintenant par les établissements de paiement. Les moyens de paiement peuvent être distribués aussi bien par les banques que par des sociétés de cette nature. Et donc les banques sont dans une règle de compétition plus large, avec l'arrivée aussi, il faut le souligner, de la technologie qui permet à de nouveaux acteurs bancaires de naître et qui sont basés essentiellement sur la technologie, donc qui offrent des services sans agence, avec un contact purement électronique avec les clients. Donc voilà l'environnement qui a beaucoup changé ces dernières années, mais 2017 effectivement était l'année de mutation forte. Aujourd'hui, je pense qu'on peut constater avec le démarrage des plateformes
de gestion des comptes mobiles, le mobile banking comme on l'appelle, dans lequel nous sommes lancés aussi, ça rajoute une couche supplémentaire pour le bénéfice de l'utilisateur et qui élargit le champ du possible en termes de disponibilité d'instruments financiers d'un type nouveau pour ceux qui préfèrent des moyens technologiques et pour ceux qui vont vouloir utiliser ces moyens pour faciliter leurs transactions de particulier à particulier, pour transférer de l'argent, etc. Donc c'est un nouveau monde qui s'ouvre pour l'ensemble des utilisateurs du monde financier. En fait, on était sur une tendance de ralentissement. Il n'y a jamais eu de régression sur... voilà, c'est un ralentissement. C'est-à-dire qu'on a des taux de croissance positifs, mais moins bons que ce qu'ils étaient auparavant. On était passé dans les années 2000 à 2010 des taux de progression à 2 chiffres des crédits et des dépôts bancaires. On est passé à la fin de la décennie à des taux de progression à un seul chiffre, mais qui était positif quand même, pour passer à des niveaux relativement faibles, mais qui restent positifs, 2 à 3%. Là, ce qu'on peut dire, c'est qu'on voit un effet de palier, c'est-à-dire le taux de progression ne régresse plus. Donc on a même une petite reprise dans le sens où les crédits augmentent un peu plus vite que ce qui était constaté il y a 3 ans ou 4 ans. Autre indicateur positif pour l'économie et pour les banques, c'est que le niveau de risque, c'est-à-dire mesuré par les provisions faites par les banques, a baissé en 2017 et on pense que 2018 sera aussi dans la même tendance. Quand les risques sont moindres, ça fait baisser les provisions et ça améliore les résultats des banques de façon mécanique, parce qu'il y a moins de charges. L'activité bancaire proprement dite reprend des couleurs, effectivement, parce que les PNB des banques qui avaient un peu stagné en les années 2015-2016, plus ou moins, il n'y avait que les activités de marché qui portaient les PNB des banques, mais les activités de financement et de dépôt ne croissaient pas beaucoup. On retrouve un niveau de croissance meilleur que les autres années. Donc ces indicateurs sont positifs. On est, on va dire, dans un effet de palier, c'est-à-dire le reflux sur les taux de croissance s'est arrêté. On est en stabilité, un palier à 2-3%, avec peut-être une petite reprise constatée en 2018, mais qui reste à confirmer quand même. Alors le secteur immobilier, ce qu'on peut dire, c'est que là encore l'effet de palier a été constaté dès l'année dernière, c'est-à-dire globalement les prix ont arrêté un peu de chuter. Des villes qui étaient un peu touchées, comme Marrakech, ont commencé à avoir une certaine reprise de la demande. Et en fait, le marché, aujourd'hui, voit une demande moins bonne qu'avant, clairement, mais qui reprend un petit peu. Et les prix se stabilisaient un petit peu, c'est ce qu'on constate. Maintenant, les promoteurs ont ralenti la production, clairement. Le ministère de l'Habitat a sorti les statistiques, mais il y a des stocks à écouler. Et je pense que c'est de bonne guerre, une bonne démarche. Il ne faut pas rajouter du stock au stock, il faut écouler ce qui existe avant de reprendre. Bon, on espère que l'année se déroulera bien pour que les chantiers, les mises en chantier reprennent de plus belle. Maintenant, de façon globale, c'est vrai que les crédits aux promoteurs ont baissé en volume. Ce n'est pas le cas chez nous, mais globalement, c'est le cas. Les crédits, par contre, en particulier, continuent leur croissance. Mais comme c'est des crédits longs, évidemment, l'encours ne baisse pas du jour au lendemain. Donc, même si la production baisse. La production a baissé un peu, donc on faisait moins de crédits qu'avant. Mais il y en a quand même pas mal. On est aux alentours de 20 milliards de crédits nouveaux par an. Donc ça, la mécanique continue de fonctionner. La baisse des taux au bénéfice des particuliers a encouragé peut-être encore un raffermissement de la demande. Donc on en est là. Il y a un écoulement des stocks, peut-être un peu moins de mise en chantier qu'avant, mais une demande qui reste soutenue par le crédit, même si elle n'est pas au même niveau qu'avant. Donc nous espérons que ça se confirmera cette année et que ça reprendra de plus belle. Vous parlez du groupe CIH ? Oui. Bien sûr, absolument. Nous avons connu des années d'assainissement il y a longtemps. Donc depuis presque 2012-2013, on avait dit que le passé est derrière nous, qu'il ne présentait pas de risque. Je pense qu'on peut faire un petit bilan depuis qu'on a parlé de ça. C'est que globalement, nous avons des résultats très bons, qui se raffermissent d'année en année. Nous avons même des retours des dossiers anciens qui génèrent chaque année des reprises intéressantes pour la banque. Donc ça maintient les résultats à bon niveau.
Et donc nous continuons à progresser. Alors ce qui nous importe, c'est aujourd'hui, aussi bien chez Sofac, notre filiale de crédit consommation, que CIH Bank en tant que banque, que Omnia qui démarre en tant que participation de CIH Bank aussi. Enfin, nous avons une part là-dedans avec nos partenaires du Qatar. L'activité est en train d'aller dans le bon sens. Donc on est un peu plus haut que le marché, donc on progresse pas mal. Et ça, c'est le résultat aussi de nos offres qui rejoignent une demande, l'offre pour les jeunes, l'offre pour les femmes. Nous avons fait le pari que dans le futur, la banque doit coûter beaucoup moins cher à ses clients. Pourquoi? Parce que la technologie aujourd'hui permet de faire les opérations plus simplement, de façon moins chère. Et nous avons fait le pari chez nous de ne pas attendre que ça arrive, mais de rendre cette économie que nous allons faire, même si elle n'est pas encore totalement faite, de rendre ça aux clients. Donc nous sommes aujourd'hui dans une voie pour rendre les comptes gratuits. Donc on a supprimé les frais de tenue de compte. Peut-être pas encore pour tout le monde, mais déjà pour toutes les femmes, pour tous les jeunes. On ne fait plus payer les cartes, donc ça c'est quand même important. Ce qui veut dire qu'on est dans l'inclusion financière, puisque les gens n'ont pas à payer pour avoir un compte bancaire et ils ont leur carte, ils ont leur chéquier, tout ça est gratuit. Il y a des opérations qui sont gratuites et puis tout ce qui se fait sur Internet est quasiment gratuit ou à des coûts vraiment très très bas. Nous avons aussi décidé, ça la technologie le permet, d'ouvrir toutes nos agences à tous nos clients. Donc on peut faire les opérations partout où qu'on se trouve et nous sommes en train de travailler pour permettre même aux gens de transférer leur compte sans changer de compte. Donc tous les tracas, quand on bascule d'une agence à une autre, de fermer le compte et d'ouvrir un autre, ça n'existera pas chez nous. Donc on peut, si on change de ville, si on change de quartier, on peut changer d'agence sans avoir tous les tracas de changement de compte. On garde son compte, on garde ses crédits, on garde ses cartes, on garde ses prélèvements, on garde ses virements, on ne touche à rien. Tout se fait de façon totalement automatisée. Donc le bénéfice de la technologie, pour nous, c'est bien pour la banque parce que ça nous amène des clients, mais ça profite des clients parce que ça leur coûte beaucoup moins cher. Et donc ce pari est en train de produire ses fruits. Donc tous les gens qui connaissent nos offres viennent nous voir avec plaisir et nous avons une extension de notre portefeuille client très importante. La banque d'avant, c'est la banque qui a une information qui vous concerne, votre solde de compte, vos opérations, les virements, est-ce qu'ils sont passés, pas passés, est-ce que votre salaire est arrivé ou pas arrivé, est-ce que le virement que vous avez fait à l'étranger est exécuté ou pas, est-ce que le virement que vous attendez de l'étranger est fait ou pas fait. Et vous deviez appeler la banque ou aller les voir pour avoir cette information. Nous, on a fait le pari que toute l'information que nous disposons sur un client doit lui être restituée immédiatement. Donc nous avons mis en place un système d'information par SMS qui va, d'ici la fin de l'année, se généraliser. C'est-à-dire toute opération vous concernant sur votre compte, vous l'aurez par SMS immédiatement. Donc vous n'avez pas besoin d'appeler la banque pour savoir si votre paie est arrivée, si le virement que vous avez fait est exécuté, si le chèque que vous avez donné est payé ou pas payé. Dès que ça se passe sur votre compte, vous êtes informé. Aujourd'hui, vous avez accès à toutes ces informations, plus évidemment les documents que vous pouvez télécharger. Un exemple, vous émettez un chèque. Ce chèque, une fois qu'il est payé ou vous remettez vous-même un chèque, vous avez l'image directement chez vous sur votre portable. Vous pouvez même savoir qui a signé le chèque, qui l'a encaissé, à quel moment il a été payé. Et nous engageons aussi, Nouvelle Culture, à faire ces opérations instantanément. Dès que ça arrive à la banque, ça touche votre compte dans un sens ou dans l'autre. Donc on a aboli les journées de valeur, les attentes, etc. Pour nous, toute opération bancaire s'exécute tout de suite, donc l'instantanéité, et l'information est donnée au client immédiatement. Donc c'est ça le changement de culture par rapport à la culture d'avant. Alors du coup, le client est 1000 fois mieux informé, il est 1000 fois mieux sécurisé, puisque toutes les opérations, il les a. Quand une opération, par erreur, ne le concerne pas, il peut réagir tout de suite, au lieu d'attendre son relevé de fin de mois, aller pointer tes écritures pour voir si c'est lui ou pas lui, si telle opération est passée ou pas passée. Si maintenant il ne reçoit pas de message au bout de 24 heures, il peut toujours aller vérifier sur son site ou son mobile, est-ce que l'opération s'est passée ou pas. Donc c'est cette relation nouvelle avec la banque. La banque est totalement transparente par rapport à ses clients et le pouvoir qui était lié à l'information est donné aux clients. Maintenant, ce qui nous reste à faire, et c'est ça la vraie culture, c'est que nous, en tant que banque, on doit se situer en plus, en valeur ajoutée.
Ce n'est pas juste on est là pour vous donner une information, vous l'avez déjà. C'est vous dire, ben voilà la valeur ajoutée pour vous aider dans vos placements, préparer avec vous l'avenir, prévoir vos besoins en termes de sécurité, assurance, épargne, épargne éducation, qu'est-ce qu'on prévoit pour les enfants, etc., etc. Les enfants, d'ailleurs, avec Code 18, on vous propose de leur ouvrir un compte même à 1 an ou à 2 ans, comme ça vous pouvez leur constituer un petit pactole. Quand ils ont 13, 14, 15 ans, ils ont leur carte, ils peuvent sortir de l'argent au guichet pour leurs petites dépenses. Vous avez une visibilité vous-même en tant que parent sur le compte des enfants pour vérifier que tout se passe bien. Vous pouvez bloquer, débloquer, etc. Enfin, on a un apport massif en termes de prendre la possession de la gestion de la relation bancaire. Donc nous sommes dans une logique de conseil et de vous accompagner dans les besoins de la vie. C'est ça que nous estimons, nous, le vrai rôle des banques, pas seulement faire des opérations au guichet. Et donc nos guichets, j'espère, progressivement vont se transformer en un lieu de service pour le compte du client, sachant que toutes les opérations, il peut les faire lui-même directement sur son portable, y compris, on espère, avec WePay maintenant, les opérations cash qui n'ont plus besoin d'exister parce que c'est un moyen de paiement qui permet de faire les petites transactions qui aujourd'hui nous obligent tous à avoir un peu d'argent dans la poche. Mais même ça deviendra très probablement dans les prochaines années le moyen, on peut payer avec je ne sais pas quoi, enfin, son épicier, son ticket de bus, son ticket de tramway, acheter un petit truc à la boulangerie du coin, faire ses courses. Et ça changera la vie des gens parce que ça la rendra beaucoup plus facile. Évidemment, l'argent liquide existera toujours, mais on veut le rendre moins contraignant pour les gens. Donc le nouveau rôle de la banque, la nouvelle culture, c'est celle-là. Quelle est la place de la banque dans un environnement où les gens n'ont pas besoin de la banque en tant que telle pour leurs opérations quotidiennes? C'est un rôle de conseil, d'accompagnement, de prévoir. Et c'est pour ça que dans notre modèle, moi je suis convaincu que les agences bancaires auront leur rôle. Pourquoi? Parce que la relation humaine, avoir votre banquier qui vous connaît, que vous connaissez, avec qui vous échangez vos projets, vos besoins, vos perspectives, etc., doit rester. Mais il n'est pas là pour faire des opérations banales, hein, ça vous pouvez les faire à distance. C'est d'être là vraiment comme étant votre conseil. Donc nous, on est la banque de la technologie, mais avec une forte composante humaine d'accompagnement et de relation. Alors, c'est une vraie nécessité. Hein. Ce n'est pas juste bien faire ou faire mieux que les autres. C'est que je crois personnellement que c'est comme ça que les choses vont tourner. Alors, projetons-nous loin, 10 ans. Je ne sais pas si ça va prendre 5 ans, 10 ans ou 15 ans, mais mettons à 10 ans, il est inconcevable, vu ce qui se passe déjà aujourd'hui, que vous ayez encore besoin d'aller voir quelqu'un pour faire une petite opération banale, ou même demander un crédit conso, ou même un crédit immobilier. Vous savez, aujourd'hui, tout s'électronise. Discuter de vos épargnes, comment placer, avoir le meilleur conseil, oui. Mais une fois que c'est décidé, vous pouvez tout faire à distance. Alors, notre démarche par rapport à ce qui se passe sur la place, et c'est en ça qu'elle est différente et originale, c'est que tout notre système est conçu de cette façon. Par exemple, je vous parlais de l'instantanéité. Nous sommes aujourd'hui la seule banque de la place à réellement faire de l'instantanéité parce que nous pensons que le digital, ce n'est pas juste avoir un site qu'on consulte, c'est que vos opérations s'exécutent instantanément et que vous le voyez. Vous avez un retour d'information. Il ne s'agit pas de la banque d'hier ou d'avant-hier. Donnez-moi l'opération et attendez demain pour qu'elle s'exécute. Nous pensons que ce cap est déjà franchi. Et donc nous nous sommes arrangés pour que cette instantanéité, qui est celle que voient les gens quand on est sur Internet aujourd'hui, vous savez, au bout de 5 secondes, si un site ne vous répond pas, vous zappez. Donc on pense qu'on est dans le mode de l'instantanéité. Pour moi, le modèle digital, c'est quoi en fait? Si on le prend du point de vue économique. Le modèle digital, c'est un modèle. On a l'instantanéité de l'information et sa disponibilité large. Tout le monde a l'habitude maintenant, on trouve tout sur Internet. On ne peut pas rentrer dans la banque et ne pas trouver des informations qui vous concernent, vous, en tant que client. Je trouve ça anormal. Il y a la notion de gratuité, même apparente. Nous sommes dans cette logique de dire on ne fait payer au client que ce qui a vraiment un coût chez nous. Quand c'est gratuit pour nous, ça doit être gratuit pour le client. C'est un modèle qu'on est les seuls à avoir aujourd'hui. C'est aussi le partage. C'est la possibilité
de partager. C'est ce qui existe sur Internet. Les gens mettent des logiciels, mettent des trucs qui ne se font pas toujours payer. Bon, il y a des choses payantes, des choses pas payantes. C'est l'usage ou le paiement à l'usage et non pas le paiement de façon permanente pour le même objet. C'est un peu l'achat de musique en streaming, etc. C'est ça le modèle digital. Et il faut pour nous que la banque aille dans ce modèle avec ces mêmes caractéristiques. L'instantanéité et la disponibilité de l'information, la gratuité chaque fois que c'est possible, le communautaire, vivre ensemble. Code 30 pour nous, par exemple, ce qu'on offre aux jeunes, ce n'est pas juste un compte bancaire. Quand vous voyez Code 30, rentrez sur le site, les gens s'échangent des informations, on va l'animer, on l'anime déjà, on a un studio où les gens, Code 30 peuvent venir enregistrer leurs vidéos. Donc c'est un esprit de communauté qu'on est en train de créer. On va le créer avec WePay, hein, par exemple, les gens qui se vendent des choses, j'achète, je sais pas, une bicyclette ou des objets usagés dont je n'ai plus besoin, un robot maison, cuisine dont je n'ai pas besoin, je le vends à quelqu'un, ben WePay va vous permettre, ce qui est difficile aujourd'hui, de payer à distance, facilement et de façon très très bon marché. Donc on est dans cet esprit d'Internet aussi, de créer une communauté ou des communautés au sens qu'on a des choses à échanger ensemble. Ce n'est pas une communauté culturelle ou autre, c'est qu'on a des choses économiques ou culturelles à s'échanger. Et quand le besoin d'avoir un lien financier, je prends encore une illustration. Il y a des jeunes qui se rencontrent, qui sortent ensemble, qui dînent ensemble, qui font des anniversaires ensemble. WePay leur permettra peut-être de créer un groupe pour s'échanger de l'argent, se faire des cadeaux d'anniversaire, etc. Donc quand la composante financière est là, nous sommes avec la communauté. Donc ça aussi, ça fait partie de l'environnement digital. Et pour nous, la culture, c'est que c'est à nous, banques, de nous insérer là-dedans et pas de dire non, non, faites ce que vous voulez, moi c'est à part, je fonctionne différemment. Donc on amène cette culture digitale, cette culture Internet en natif, c'est-à-dire dans nos produits, elle est conçue comme ça. Aujourd'hui, souvent, quand on parle du digital, les gens nous disent, à tort, que c'est réservé à un happy few, les gens qui savent utiliser. Ce n'est pas vrai. Vous savez, quand vous êtes habitant d'une campagne ou d'un village éloigné, c'est là où vous avez besoin des services à distance, parce que vous n'avez pas tous les services à côté. Or, le digital rend ceci extrêmement facile. L'accès à la banque, une fois totalement digitalisé, l'accès aux services publics, une fois digitalisé, l'accès aux hôpitaux, si on recourt à ces technologies, l'accès à documents que l'État ou les services de collectivité peuvent donner, c'est à ces gens que ça va rendre service. Donc c'est un facteur de développement, c'est un facteur d'insertion et un facteur de lutte contre l'exclusion économique et financière. Et nous, quand on propose les comptes gratuits sans aucune espèce de demande sur les soldes, vous pouvez ouvrir un compte à zéro. C'est pour intégrer les gens. WePay va le permettre parce qu'en plus, il se fait à distance. Et donc, c'est encore plus facile. Et donc, on pense que ça va inclure. Évidemment, les usages ne sont pas les mêmes. Il y a des gens qui sont à l'aise là-dedans, qui ont des moyens, etc., qui vont l'utiliser à leur façon. Mais c'est aussi d'autres personnes qui peut-être reçoivent de temps en temps un virement de l'étranger de leur famille, qui ont besoin de le dépenser de façon modulée, on va leur permettre de le recevoir sur leur petit compte mobile, qui permettra peut-être de payer l'épicier, de payer les petites dépenses et même de retirer l'argent chez l'épicier du coin, c'est ce qu'on explique. Donc un nouveau mode de consommation de l'argent qui technologiquement permet une insertion large, mais aussi des usages extrêmement sophistiqués pour ceux qui le souhaitent. Et je pensais le fait que la technologie touche en même temps les gens les plus démunis ou ceux qui sont exclus des systèmes classiques et de s'adresser aussi aux gens qui ont les usages les plus sophistiqués, puisque vous pouvez développer ou consommer des applications qui vont vous permettre d'accéder à du conseil financier, à l'information sur les bourses, et même si la réglementation le permet, même des placements peut-être en devise, le jour où ça sera permis. Bon, donc vous voyez, la technologie répond à un spectre très large. Et puis, ça permet au Maroc de développer une expertise qui, elle, peut nous permettre peut-être de disposer de sociétés qui ont un savoir-faire qu'elles peuvent proposer au Maroc et à l'étranger. Et je pense qu'il y a une vraie opportunité pour le Maroc. En technologie, rien n'est gratuit, donc vous payez. Mais si vous voulez, le montant de l'investissement que nous faisons, par exemple, sur le réseau physique, reste toujours plus important que ce que nous faisons sur la technologie. Donc le physique continue de coûter très cher et même plus cher. Donc en comparaison, ça nous semble un investissement extrêmement raisonnable.
Alors, je ne peux pas parler de tout, on a des schémas dans le futur. Nous, il fallait que nous gérions ces mutations de la meilleure façon possible, en aidant, faisant en sorte que notre positionnement nous permette d'être un peu parmi les leaders de ce secteur de la technologie, parce qu'on pense que ça s'adresse à une clientèle large et que ça nous permet d'agir. Maintenant, ça, on est en plein dedans. Ça nous ouvre des opportunités sur beaucoup de choses, donc je ne peux pas parler aujourd'hui, mais ça présage quand même de pistes d'évolution qu'on va annoncer en leur temps intéressantes. La gestion du marché monétaire des banques participatives n'est pas encore totalement opérationnelle. Le fait d'aller chercher de la liquidité quand on a besoin ou de placer sa liquidité excédentaire n'est toujours pas disponible. Le fait, par exemple, de financer des projets par des fonds venant de chez un particulier, ce qui existe normalement, et de rémunérer pour ça. C'est ce qu'on appelle les comptes d'investissement, qui permettent de rémunérer les gens qui ont de l'argent à placer, sauf qu'au lieu de leur donner des intérêts, vous placez dans un projet. Ça, ce n'est pas encore réglementairement permis parce qu'il y a beaucoup de travail à faire et les choses avancent progressivement. Donc l'environnement se met en place, il n'est pas encore totalement là, mais par contre, c'est déjà opérationnel. Parce que la base, gérer des comptes, gérer la compensation, s'échanger de l'information, financer du bien immobilier, inscrire ça dans le registre de la conservation foncière, etc. Tout ça tourne et finalement, en l'espace de quelques mois, il y a déjà un début d'activité, ce qui est bien. Donc je réitère ce que j'ai dit, hein, ce n'est pas facile, mais c'est en train de naître et il y a une demande. On le constate, il y a des gens, on l'a vu dernièrement au Salon de l'Auto, il y a eu beaucoup de visites dans les stands des banques participatives qui étaient là. Il y a des centaines de voitures qui ont pris ce mode de financement. Donc il y a un marché. Est-ce qu'il représente 5%, 10%, 2%, ou 12% ou 15%? Je ne sais pas pour vous dire aujourd'hui. Attendons encore un peu. Donc ce que je peux dire, c'est démarrer. L'environnement n'est pas encore totalement en place, donc il y a encore du boulot. Les premières interactions avec les clients montrent qu'il y a un marché. Mais la profondeur de ce marché, on ne peut pas l'imaginer. Donc ça confirme qu'il y a un marché, qu'il faut le faire. Bon, donc on continue. Nous, notre objectif avec Omnia, c'était d'être une banque leader en la matière. La banque est bien placée aujourd'hui, elle est reconnue. Donc nous pensons que nous avons réussi le démarrage de cet établissement, qui est d'ailleurs, je le précise, totalement autonome. Hein, donc nous n'avons aucune intervention dedans. Donc il y a ces équipes et tout qui peuvent parler parfaitement en son nom, mais ce que nous constatons à distance, c'est que l'activité fonctionne. Il y a aujourd'hui, je crois, 16 ou 17 agences déjà ouvertes, bientôt une vingtaine, on va passer à 30 agences d'ici la fin de l'année. Et donc, il y a une présence territoriale suffisante et il y a une demande. C'est de la compétition en plus, au bénéfice. Donc, les gens peuvent comparer. Déjà, ils avaient plusieurs banques. Maintenant, ils peuvent aller pour les dépôts vers les établissements de paiement, pour les crédits vers les sociétés de financement. Alors, la compétition sur les financements existait déjà. Sur les banques participatives, donc ils ont une banque alternative qui offre d'autres produits, d'autres façons de faire. Donc c'est tant mieux pour le consommateur, il a le choix. Tant mieux pour le pays parce qu'il a tous les canaux qui lui permettent de se raccrocher à l'économie mondiale. S'il y a des capitaux qui ne peuvent venir au Maroc que par ce canal, maintenant ce canal est opérationnel, donc on peut les faire arriver. Le Maroc connaît une mutation importante dans le système financier, au bénéfice, je pense, de la population. Enfin, en tout cas, notre contribution à ça en tant que CIH, en tant que groupe CIH Banque, c'est de faire en sorte que ça profite à tout le monde et que réellement ces évolutions technologiques, ces baisses de coûts, etc., soient réellement partagées. Nous sommes dans cette logique. On voit avec plaisir qu'il y a un bon accueil de ce type de démarche. Et donc, on pense que la technologie, il faut baser dessus parce que, comme on a dit tout à l'heure, c'est un vrai moyen de développement, c'est un vrai moyen d'inclusion sociale, d'inclusion financière, il faut l'utiliser. Nous espérons, c'est ce qui nous a amené par exemple à travailler, on était les premiers pour le paiement des droits de l'État, vignettes, impôts, etc. Aujourd'hui, très facilement, vous pouvez régler vos impôts, vous connaissez l'information. Maintenant, vous pouvez, en étant sur l'autoroute, recharger votre Jawaz pour passer si vous êtes client. Voilà, c'est faciliter la vie aux gens. Je pense que les banques peuvent jouer un canal très important parce que souvent, tous les services nécessitent un paiement. Donc on dit non, profitant qu'il y a ce lien de paiement pour non pas voir que le paiement,
mais voir l'ensemble du service et d'offrir finalement la prestation tout entière parce que le paiement déjà amène une couche technologique. Et avec ça, nous pensons apporter une facilité dans la vie des gens. En tout cas, on espère que ça sera généralisé et que les prestations, notamment de l'État et des collectivités territoriales et des communes, etc., puissent prendre ce canal-là. Ça vient progressivement, mais ça peut être une belle progression pour notre pays.